Madame, Monsieur, bonsoir. Tenir ou pas les élections en novembre prochain, les positions sont dès à présent tranchées. Le MPP réaffirme son engagement pour une tenue prochaine et se dit solidaire du gouvernement. Oui, mais à la condition d'un dialogue national, dixit le ballet citoyen. Keneni affirme la conscience pour un moratoire électoral. Il faut plutôt penser à la mise en place d'une transition. Ils se sont tous exprimés face à la presse et vous en aurez les détails en ouverture de journal. 4,53 sur 10 pour le mois de juin contre 4,72 pour l'année précédente. La note attribuée à la gouvernance du chef de l'État sur un échantillon de plus de 2500 personnes. Le sondage mené par le Centre pour la gouvernance démocratique. La présentation des résultats dans cette édition. Bangam Nogo, ou le théâtre d'une déchirure sociale, des familles opposées dans un conflit, des dizaines de concessions brûlées, des blessés et malheureusement des morts. L'heure serait enfin au pardon avec l'implication des autorités. Dans quelques minutes, nous serons sur place avec nos correspondants. À peine entamée, la saison hivernale se signale avec des dégâts. Constat palpable à Touessé dans le Bazéga. Vivres et bétail emportés, lycée départemental décoiffé, des maisons effondrées. Notre équipe y a fait un tour et vous le verrez au cours de cette édition. Et ce sont là les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Nous nous rendons à la présidence pour l'ouverture de cette édition. Le chef de l'État s'est entretenu ce jour par visioconférence avec le président du Comité international de la Croix-Rouge. L'échange a porté sur la coopération dans le contexte de crise humanitaire et sécuritaire, la lutte contre le coronavirus et ses conséquences sur l'économie. Le président du CICR s'est dit satisfait de la flexibilité de travail offerte par le chef de l'État à son organisation et s'est engagé à mener un plaidoyer pour la relance des économies des pays du Sahel. À la primature, il est question des prochaines élections avec la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, avec Christophe Dabiré, Metsi Maketa, aussi parlé renforcement de la coopération entre le Burkina et son institution. Reçu également ce jour le comité d'organisation du centenaire des Assemblées de Dieu. Le résumé de tout ceci, c'est avec Rasmane Zoundi et Marguerite Douanou. Le centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso sera commémoré en 2021. C'est dans ce cadre que le comité d'organisation, composé de premiers responsables d'église, est reçu en audience ce matin par le Premier ministre. 1er janvier 1921 à 2021, ça sera 100 ans. Et nous pensons célébrer. Nous avons le devoir de commémorer cet événement important. Et nous sommes venus l'annoncer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est l'autorisation que nous venons de demander, l'information que nous venons de dire, et nous avons promis qu'un programme lui sera apporté dans quelques jours. 2 points sont à l'ordre du jour des échanges entre la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso et Christophe Joseph-Marie Dabiré. Il s'agit d'abord du renforcement de la coopération entre le gouvernement burkinabé et le système onusien à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme, et ensuite les élections à venir au Burkina Faso. La préoccupation étant que les financements acquis par le PNUD soient convenablement utilisés, à l'occurrence pour des équipements adéquats pour des élections libres et transparentes. C'est important que cela soit communiqué parce que il faut qu'on fasse tout pour que le pays se dote tout au long du processus, avant les élections bien évidemment, des mécanismes, se dote d'outils aussi et des procédures qui rassurent en ce qui concerne la transparence. Nous avons aussi évoqué l'importance, toujours dans le même élan de la transparence, de l'observation électorale. Pour la coopération avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, comme vous le savez, le contexte qui prévaut, le contexte sécuritaire, a fait qu'il y a quand même beaucoup de familles qui sont en douleur. Metsi Maketa réaffirme la disponibilité du système des Nations Unies à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts pour le respect des droits humains, pour le renforcement de la démocratie et du vivre ensemble.
Une volonté ferme de tenir les élections à bonne date. Au mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir, le choix est sans ambiguïté. Face à la presse, le président du parti réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement, notamment pour la révocation des 3 travailleurs du Minefid. Quant à la question des 12 décédés de Tanwalbougou et l'arrestation de l'ex-ministre Bouddha, le MPP en appelle à la lumière de la justice. Le résumé de la conférence avec Salif Belem et Moumouni Soubeiga. Face aux journalistes, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, maintient sa position sur la tenue des élections présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Pour le parti majoritaire, il faut aller aux élections pour éviter de créer un vide juridique. Et certains même qui disent qu'il faut d'abord faire ce qu'on appelle la réconciliation. Ils font partie de ceux-là qui souhaitent qu'on se trompe de porte là, et qu'on n'organise pas les élections et que ça soit une occasion de nous trouver devant ce qu'on appelle le vide juridique et de faire ce qu'on appelle une transition. Quand on parle de transition, même ceux qui ne peuvent rien apporter s'invitent à la table. Nous allons organiser comme il se doit, comme la Constitution l'exige, une consultation en bonne et due forme. Au sujet de la fronde sociale, le parti au pouvoir dit être d'accord avec le gouvernement qui a décidé de révoquer 3 agents du ministère de l'économie, des finances et du développement pour avoir brutalisé leurs collègues. Pour Simon Compaoré, c'est une faute lourde et cela mérite simplement une telle sanction. Le MPP estime que le gouvernement a pris ses responsabilités et s'est assumé parce qu'il est de son droit de sanctionner les brebis galeuses. Les agents révoqués ont outrepassé leur rôle de syndicalistes et ont commis une faute lourde. Nul n'a le droit d'obliger par la force du poignet son collègue à observer un arrêt de travail. En infligeant la sanction aux auteurs de ce forfait, le gouvernement a donné un signal fort contre les pratiques et méthodes anarcho-syndicales, lesquelles seront désormais combattues avec vigueur. L'actualité reste également marquée par l'arrestation de l'ancien ministre de la Défense Jean-Claude Bouddha, par ailleurs membre du MPP. Là-dessus, le leader du parti souhaite simplement que le droit soit dit sur cette affaire. Nous faisons foi à la justice, qui sait également que quand quelqu'un est mis en examen, voilà quels sont ses droits et ses devoirs. Donc, nous ne doutons pas que la justice va lui permettre de se défendre et de se défendre correctement. Sur l'affaire des 12 morts de Tanwalbougou, la direction du MPP par la voix de son président demande que la lumière soit faite sur la question. Au plan sanitaire, le MPP se félicite des résultats appréciables enregistrés ces derniers temps au Burkina Faso, notamment dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Des résultats que le parti attribue aux efforts déployés par le président du Faso, Rochmark Christian Kaboré, et les acteurs du ministère de la Santé, soutenus par les partenaires techniques et financiers comme la Chine. Un autre sujet qui constitue le motif de fierté pour Simon Compaoré et ses camarades, c'est bien la reprise effective des cours dans les différents établissements du pays, ce qui va permettre d'éviter une année blanche, se réjouit le président du MPP. Au PRIT, l'ANAYA et au PDPPS, c'est un autre son de cloche qui se fait entendre. Pas d'élection en 2020, mais plutôt la mise en place d'une transition n'excédant pas 3 années. Une conviction expliquée à la presse ce jour pour ces 2 partis regroupés au sein de la conscience pour un moratoire électoral. Il faut préserver la permanence de l'État et l'unité du peuple. Détail complet avec Gérard Sommet et Maxime Zongo. Le Burkina est devant un gouffre. Nous y ferons un grand pas si on ferme les yeux devant ce gouffre. Ces propos sont des premiers responsables de la CONSEMEL, la conscience pour un moratoire électoral. Un regroupement de 2 partis politiques, le PRIT l'ANAYA et le PDPPS. Pour Mamadou Cabré et Toro Drabo, il n'est pas normal qu'en démocratie, face à une situation aussi grave, les gens ne s'expriment pas.
C'est pourquoi eux, ils sont montés au créneau pour donner leur vision et surtout faire des propositions de sortie de crise. Et cette sortie de crise passe nécessairement, selon eux, par un report des élections de 2020 et de 2021. Nous proposons que nous fassions une transition dans le temps qui n'excéderait pas 3 ans. Et pendant les 3 ans, il faut créer les conditions nécessaires et suffisantes pour une élection véritablement démocratique. Une élection véritablement démocratique suppose la participation du plus grand nombre. À l'heure actuelle, un certain nombre de citoyens sont privés de ce droit qu'ils ne pourront pas exercer au jour du 22 novembre si la situation restait telle. La transition de 36 mois au plus que proposent Mamadou Cabré et Toro Drabo devra s'inscrire dans un cadre bien précis avec des objectifs bien définis. Des objectifs qui se reposent essentiellement sur l'intérêt général du peuple. Les objectifs de la transition, selon la CONSEMEL, c'est de pacifier tout le pays, c'est d'éponger les passifs majeurs, il y en a à l'appel, c'est d'adopter une constitution populaire qui sera endogène, c'est-à-dire reflétant la vraie réalité du pouvoir dans la société burkinabé. Planifier le développement endogène, c'est de faire en sorte que n'importe quel pouvoir qui va arriver, qu'il ne puisse pas terminer son mandat avec des gens laissés sur le bas-côté du développement. Des institutions, on retiendra un présidium à la tête de l'État composé de représentants de tout le pays. Un gouvernement composé de partis politiques avec égalité entre ex-majorité et ex-opposition. Des OSC, des syndicats, des représentants des forces morales et de défense. Éviter au Burkina une crise institutionnelle et un désordre politique. Et pour y arriver, la solution, c'est la tenue prochaine des élections. La polémique est donc bien huilée avec des arguments qui fusent de part et d'autre. Nous sommes cette fois-ci avec le Balai citoyen. À travers également une conférence de presse, il a aussi livré sa lecture de la situation nationale et invité le gouvernement à engager un dialogue national avec les différentes composantes de la société. Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrobougou. La réponse militaire au terrorisme manque encore d'efficacité, constate du mouvement Le Balai citoyen. À cette conférence de presse, le mouvement fait ses observations. Même si le budget consacré à la défense et à la sécurité a connu un accroissement significatif ces dernières années, force est de reconnaître que les capacités opérationnelles de notre armée demeurent insuffisantes pour garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus, amenant certains à se douter de la possibilité de tenir des élections en novembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Malgré la situation sécuritaire difficile dans de nombreuses localités du pays, nous estimons que par principe, en tant que démocrate, le calendrier électoral doit être respecté. Par contre, c'est sur les conditions de la tenue de ces élections que la classe politique ainsi que la société civile et l'ensemble des forces vives de la nation doivent impérativement se retrouver pour engager des discussions dans l'intérêt supérieur de la nation. Ne pas tenir les élections à bonne date reviendrait d'une part à capituler face au terrorisme et d'autre part à ajouter un problème, créer les conditions d'une crise institutionnelle et un désordre politique. Les Cibal, comme ils s'appellent, dénoncent également la persistance de la malgouvernance dans ce régime post-insurrectionnel. Affaire Charbon Fin, Jean-Claude Bouda ou encore mairie centrale de Ouagadougou en sont les exemples illustratifs pour le Balai citoyen qui attend la suite judiciaire réservée à tous ces dossiers. Et pendant ce temps, la gestion actuelle du pouvoir est évaluée par les citoyens. C'est un échantillon de 2506 personnes qui s'expriment au travers du sondage du Centre pour la gouvernance démocratique. Une note de 4,53 sur 10 est attribuée au chef de l'État, sensiblement identique à celle de juin 2019, 4,72. Les résultats du sondage avec Daouda Ouattara et Amandine Lalsaga. 4,53 sur 10. C'est la note attribuée au président du Faso pour sa gestion du pouvoir en 2020. Une note issue d'un sondage d'opinion de la gestion du pouvoir réalisé par le Centre pour la gouvernance démocratique dans le cadre du Présimètre. L'ordre de 4
n'est pas aussi catastrophique parce que c'est légèrement en dessous de la moyenne et on connaît tout le contexte que notre pays connaît et toutes les attentes que les citoyens ont aujourd'hui. Vous avez des déplacés, vous avez carrément une portion de la population qui ne se sent pas concernée par la République. Nous avons des situations de grève et tout ça. C'est l'ensemble de tous ces acteurs que vous connaissez, que vous pouvez décrire, que nous avons rencontrés. Donc c'est en agrégeant leurs prétentions que nous sommes arrivés à ces notes-là. C'est une enquête réalisée sur la base du programme du chef de l'État et touche les différents secteurs d'activité. Si des éléments d'insatisfaction ont contribué à l'octroi de cette note, il existe cependant des motifs de satisfaction relevés par les enquêtés selon le directeur exécutif du CGD. Par exemple, sur la question des routes, sur la question de la santé, sur la question de l'eau et sur les questions de l'énergie, ce sont des points très, très surélevés, très, très appréciés. Le sondage a été réalisé du 1er au 10 juin 2020 à travers les 13 régions du Burkina Faso. Une enquête qui a porté sur un échantillon de 2506 personnes âgées de 18 ans et plus. En bref, avant de poursuivre, un poste mixte de la gendarmerie de l'armée ivoirienne attaqué dans la zone de Kafolo près de la frontière burkinabé. Une attaque perpétrée dans la nuit d'hier par des hommes armés. Selon plusieurs sources, 12 soldats ivoiriens ont perdu la vie dans cette attaque qui a fait également plusieurs blessés. Il s'agit de la première attaque terroriste d'envergure sur le sol ivoirien depuis l'attentat du Grand Bassam en 2016. Elle intervient au lendemain de l'opération antiterroriste Komoé menée conjointement par les armées ivoiriennes et burkinabé à la frontière entre les deux pays. Aux abonnés présents pour être la voix de ceux qui s'estiment brimés, aujourd'hui, ils montent eux aussi au créneau pour dénoncer leurs conditions de vie et de travail. Il s'agit là des journalistes et particulièrement ceux de la presse privée, non-application de la convention collective, absence de plan de carrière ou encore de protection sociale. Face à leurs confrères et avec leurs simples mots, ils dénoncent les mots qui minent l'exercice de leur profession, comme nous le relate Sanoua Christina Koulibaly. Bien souvent acteurs dans la dénonciation des injustices sociales de tout genre, ces travailleurs des médias privés marquent ici une halte pour dénoncer leurs propres conditions de vie et de travail. Il n'est pas rare de voir des journalistes du privé rémunérés à 25 000 francs le mois, c'est-à-dire moins que le SMIC, sinon qui travaillent sans salaire. Un nombre incalculable de travailleurs dans nos organes du privé ne bénéficient pas de plan de carrière. Pendant des années, ils travaillent sans connaître de promotion. Une autre situation macabre que connaissent plusieurs journalistes du privé est le fait de n'être pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. À cela s'ajoute le manque de couverture sanitaire, une situation dite de précarité accentuée ces derniers mois par l'avènement du coronavirus. Depuis fin février, de nombreux journalistes et techniciens des médias n'ont plus reçu de salaire, pige ou autre rémunération. Pire, certains traînent des arriérés de salaire encore plus importants. Suite à l'avènement du Covid-19, beaucoup d'entreprises de presse privée ont mis une bonne partie de leur personnel en chômage technique total pour des durées déterminées, sans mesure d'accompagnement. Patrons et actionnaires de presse et ministères de tutelle sont ici interpellés. Nous voulons préciser que cet appel n'est pas une invite à la charité ou à la compassion à notre égard, mais la prise de mesures structurelles est nécessaire, s'imposant dans le cadre de notre profession. Ce qui passe nécessairement par l'application de la convention collective et de tout ce que cela implique. D'autres journalistes sont à l'école de la sensibilisation à l'utilisation de la signalétique. Vous le savez, il s'agit là de cette mesure prise pour protéger les mineurs et les personnes fragiles face à des contenus potentiellement violents. La mesure décidée par le Conseil supérieur de la communication est expliquée aux acteurs chargés de son application. Roger Kam et Ernest Kambiri. En début d'année 2020, le Conseil supérieur de la communication faisait part aux éditeurs et distributeurs de chaînes de télévision de ses préoccupations face à un certain nombre de programmes qui sont diffusés à des heures de grande écoute
avec des contenus qui peuvent avoir des impacts négatifs sur les mineurs. Une mesure conservatoire qui avait suscité de vives polémiques à travers les réseaux sociaux. 6 mois après, le Conseil supérieur de la communication CSC tient à l'application de la signalétique au niveau des chaînes de télévision. Mais avant, l'instance nationale de régulation des médias échange ici avec les acteurs médiatiques et les comités de visionnage des contenus. Ce que nous voulons, c'est aussi les sensibiliser sur l'importance de leur rôle. Qu'ils sachent que de la protection des enfants mineurs au Burkina Faso, ils ont une grande responsabilité à avoir là-dedans. C'est de l'efficacité de leur travail que les enfants seront protégés. C'est à eux de pouvoir dire que telle image, c'est pas bon pour cette partie du programme. Telle image peut passer, mais forcément tard dans la nuit. Il s'agit aussi pour le Conseil supérieur de la communication de prendre langue avec ses éditeurs et distributeurs de chaînes de télévision et d'échanger sur les contraintes rencontrées jusqu'ici dans l'application de la mesure. Il s'agit aussi de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles étaient les difficultés. Donc les télévisions vont partager les expériences et nous dire quel côté cause problème afin qu'on prenne des mesures pour que ça soit effectif, pour que ça puisse se faire. En attendant, régulateurs, médias et parents, chacun en ce qui le concerne doit jouer le rôle de comité de veille et de sensibilisation pour faire de l'application de la signalétique une réalité au Burkina. Elle sera aussi un plus dans la sensibilisation du public, notamment sur la vie du Parlement. Une série télévisée de 34 épisodes décrivant au mieux la vie démocratique au travers des élus nationaux. Le jeu politique se résumera-t-il aux intrigues et aux coups bas? Tout ou presque est abordé dans cette fiction financée par l'Union européenne et la coopération suisse. La remise des épisodes au président de l'Assemblée nationale est intervenue ce matin. Le témoignage de Urbain Benito Somé et Fousseni Kindo. Sur le président du parti, Yorofa Bandiba, ici présent pour être président de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas d'accord. Honorables députés, une série télévisée initiée par l'Assemblée nationale du Burkina Faso. C'est une satire de la société burkinabé et de la gouvernance démocratique ici au Faso. Écrite et produite par Norago Sawadogo, la série de 34 épisodes est réalisée par Serge Sawadogo. D'un ton comique, la série décrit la vie d'un parlement et de ses parlementaires, partagée entre intrigues, coups bas et volonté d'animer au mieux le jeu démocratique. Aujourd'hui, vous savez que la meilleure façon de faire passer les messages, c'est en utilisant le canal de la satire, en utilisant l'humour qui reste aujourd'hui dans nos sociétés un des ressorts pour pouvoir de l'oralité. Et donc, ce qui fait que vous verrez que l'humour, c'est non seulement les situations, mais c'est aussi les personnages, les propos, et à dessein à certains personnages qu'on a suffisamment peints pour qu'ils puissent être représentatifs d'une certaine catégorie de députés. Tournée en français, la série est soutenue par un projet financé par l'Union européenne et la coopération suisse. La série fait le discernement entre les actes des députés et leur rôle de représentants du peuple. Mais c'est avant tout une fiction. Ce qui a été dit là-dedans, l'Assemblée nationale n'y est pour rien. Je voudrais le préciser parce que le producteur, c'est lui qui a écrit le scénario, qui a fait la production et qui, à la fin, a demandé à ce que l'Assemblée puisse jeter un coup d'œil. Et c'est ce que nous avons fait. La diffusion sera assurée par la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina. Mais les initiateurs n'excluent pas de proposer la série à des télévisions locales et internationales. Une série que les nouveaux acquéreurs de postes téléviseurs pourront sans doute suivre le moment venu. Des téléviseurs offerts aux familles des élèves les plus démunis par le ministère de l'Éducation nationale. Ils sont accompagnés de radios et de smartphones. Mais attention, avant le loisir, l'objectif de base est de permettre aux élèves en classe d'examen des régions les plus touchées par le terrorisme et la crise sanitaire de poursuivre leur cursus scolaire. Les premières remises immortalisées par Paul David Bambara et Draman Dadian. Juste un échantillon présenté à la presse. Mais il y a au total 15 postes téléviseurs, 1202 postes radio rechargeables et 305 smartphones. Le tout estimé à plus de 23 500 000 francs CFA.
Le ministère de l'Éducation joue ici la carte de la transparence, ce qui réjouit le bailleur de fonds, l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, l'ICESCO, engagé aux côtés du gouvernement pour la continuité éducative, malgré la crise sécuritaire et sanitaire. C'est vraiment en toute transparence qu'on nous montre ce qui a été fait, des ressources qui ont été reçues. Et je vais donc les encourager aussi à accélérer la mise à disposition des enfants, parce que tous les jours nous écoutons la radio, les programmes éducatifs, et on voudrait que ces enfants-là puissent avoir rapidement ces outils qui sont indispensables pour qu'eux aussi ils soient branchés sur les radios et les télés pour pouvoir donc recevoir. Le programme radio et télé-école est en expérimentation dans les régions de l'Est, de la boucle du Mouhoun, du Sahel, du Nord et du Centre-Nord, les régions les plus touchées par les attaques terroristes. Les élèves en classe d'examen, issus des couches vulnérables, sont les principaux bénéficiaires de cette première phase de distribution de postes récepteurs. Ce matériel-là doit être à la disposition des élèves dans des familles ou dans des sites de déplacés pour leur permettre donc de pouvoir prendre part à ces programmes que nous donnons et à des familles vulnérables. Mais nous avons prévu donc du suivi et évaluation pour s'assurer de l'utilisation et du maintien donc de ce matériel-là. Tous les moyens de communication sont explorés pour sauver l'école burkinabé. Il était ici, une opportunité à saisir. Dans un tout autre registre, la santé publique au Burkina rajeunit à travers un nouveau code en consolidation. Il touche plusieurs pans du domaine de la santé et prend en compte l'enfance, la famille, la maladie ou encore la guérison. Bref, le code de santé est réactualisé et est le résultat d'un long processus élaboré par une équipe d'experts de plusieurs secteurs de la société. Amadou Ilboudo et Isia Kanana. Le code de santé publique au Burkina Faso en discussion. Vieux de 26 ans, c'est un code de santé publique réactualisé qui aborde des sujets intéressant le quotidien des Burkinabés selon le ministre de la Santé. Il oriente et pose les principes directeurs de l'organisation du système de santé au Burkina Faso. Il est donc question ici, à cet atelier, de consolider ce document de politique publique. Ce nouveau code va prendre en compte les évolutions technologiques. Vous savez, maintenant, on parle de e-santé. Il y a 26 ans, on n'en parlait pas. Donc, il y a eu des évolutions technologiques. Il y a eu l'évolution dans les besoins de santé même des populations. Donc, tout ça, le code va essayer de prendre tout ça en compte, tout en laissant une ouverture vers l'avenir. Donc, voilà, c'est une réactualisation, en fait, du code, tenant compte de tout ce qui s'est passé. On espère qu'à l'issue de ces travaux, on pourra mettre à la disposition du Burkina Faso un code de santé publique consolidé, prenant en charge tous les besoins exprimés de toutes les parties prenantes qui sont réunies ce matin et qui représentent la société burkinabé. La procréation médicalement assistée, les soins palliatifs, le don d'organes, le financement du système de santé burkinabé sont entre autres défis que se propose de relever ce nouveau code de santé publique. Il est le résultat d'un long processus d'élaboration par une équipe d'experts multidisciplinaires et multisectoriels. Ce soir, votre émission Santé Mag vous donne rendez-vous sur la télévision du Burkina. Au menu, la santé des personnes âgées exposées à plusieurs maladies, de l'hypertension artérielle au diabète en passant par les risques cardiovasculaires. Plusieurs spécialistes seront sur le plateau pour disséquer le sujet. Mais avant 21h, nous vous proposons ce reportage de Ismaël Diloma Sirima. Avec des organismes devenus faibles du fait du temps, les personnes du troisième âge sont sujettes à de nombreuses maladies. Madame Kam, par exemple, est obligée de se rendre régulièrement chez différents médecins pour ses contrôles. Malgré cela, elle est désemparée quant à ses résultats concernant son état de santé. Sa tension de 16,8 que le cardiologue vient de prendre la plonge dans l'incompréhension. La tension, c'est bizarre, je ne comprends pas. Je ne mange pas le sel. Je suis en train de bouffer les œufs comme une chèvre. En plus de l'hypertension, Madame Kam souffre de douleurs articulaires, de colopathie et de diabète. Toutes ces pathologies impactent les unes sur les autres et contribuent à affecter la santé des personnes âgées.
En général, à côté de ça, l'hypertension et les autres facteurs ont déjà retenti sur d'autres organes, comme le rein, hein, comme le cerveau. Et donc, ils viennent avec ces polypathologies et nous, on est amenés à les traiter. Le traitement dans ces cas de figure est souvent délicat. Un médicament pour soigner un mal chez une personne âgée se retrouve souvent contre-indiqué pour le même patient. Les doses toxiques, comme on appelle, les doses de médicaments qui peuvent amener des effets secondaires, étant proches parfois des doses qui les traitent, ils peuvent être susceptibles à développer certaines complications de certains traitements. La prise en charge des personnes du troisième âge serait encore meilleure si l'on disposait de services de gériatrie. Cela a l'avantage de réunir plusieurs spécialistes de la santé autour des patients du troisième âge. Inscrite en bonne place dans l'actualité, la paix après la déchirure sociale à Bangamnogo. Depuis le 22 mai dernier, ce village de la commune de Sanga dans le Kulpelgo est en proie à un conflit opposant plusieurs familles. 8 morts déjà, des concessions réduites en cendres et des blessés. Face à la situation, autorités coutumières et administratives ont décidé de s'impliquer pour parvenir à la réconciliation. Le reportage de Kunsun Koulibaly et Tanga Kafando. Voilà l'élément de Tanga Kafando sur lequel nous reviendrons sans doute au cours de nos prochaines éditions. Et nous partons pour Touessé dans le Bas-Ega où les premières pluies ont causé d'énormes dégâts. Plusieurs maisons sont effondrées, du bétail et des vivres ont été emportés par les eaux. Le lycée départemental se voit également décoiffé et l'on compte des ménages inondés. Une de nos équipes y a promené sa caméra et voici son constat. C'est signé Amadou Ilboudo et Amadou Marcel Tou. À peine les premières pluies tombées dans la commune de Touissé, et c'est déjà la catastrophe dans les ménages. Alimata Ouedraogo tente de récupérer ce qu'elle peut de sa maison écroulée en seulement 30 minutes de pluie. Pendant la pluie, j'étais dans ma maison avec mes 4 enfants. Le vent a soulevé la toiture et je ne savais plus quoi faire. C'est un miracle si on a pu s'en sortir. Les eaux n'ont rien laissé sur leur passage. Des concessions et des écoles entièrement décoiffées ou presque, du bétail et des vivres emportés, même les gros arbres n'ont pas résisté. Touissé enregistre déjà ses premiers sinistrés. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel auprès de bonnes volontés pour pouvoir sauver la situation parce que incessamment, ce sera la section du BPC. Et le lycée département de Touissé abrite 2 jurys du BPC, dont toutes les salles sont occupées. Donc il faut nécessairement que cette salle de 6e A là soit rétablie afin qu'elle puisse contenir les élèves. Dieu merci, on n'a pas enregistré de pertes en vie humaine. Il y a seulement des blessés et puis je ne retrouve plus l'ensemble de mes animaux. Il y a le Covid qui est là, que nous sommes en train de vraiment lutter contre. Et cette pluie aussi est venue encore avec ses lots de dégâts, donc c'est pas facile. Donc c'est pour vous dire qu'à notre niveau, c'est très difficile. Nous allons faire ce que nous pouvons, mais nous lançons un appel à tous ceux qui peuvent nous venir en aide pour qu'on puisse subvenir aux besoins de ces populations sinistrées. Vent violent, grêle, tout était au rendez-vous de ces fortes pluies qui ont inondé la commune pendant que la campagne agricole peine encore à s'installer dans la localité. Voilà, et c'est en souhaitant du courage aux populations sinistrées que nous mettons fin à l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Dieu voulant. Bonsoir.